Carole Mégéban, bienvenue. Bonsoir. Alors, à l'étape actuelle, est-ce que nous pouvons dire que ce que les pays du bassin du fleuve Congo reçoivent des pays pollueurs correspond-il, n'est-ce pas, au sacrifice qu'ils consentent pour la préservation de leurs forêts? D'accord. Tout d'abord, il faut préciser que les mécanismes qui vont régir ces financements pour compenser les pays de leurs efforts de lutte contre la déforestation est encore en discussion au niveau des instances des Nations Unies en charge des changements climatiques. Donc ce mécanisme s'appelle REDD pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation forestière. Il y a un certain nombre de principes qui ont déjà été validés et des instances techniques sont en train de travailler sur la modalité de mise en œuvre. Alors, un de ces principes, c'est récompenser sur les performances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que les pays qui veulent recevoir des crédits de carbone doivent démontrer qu'ils ont moins déforesté que ce qu'ils auraient fait en les efforts particuliers qu'ils consentent à faire. Donc, dans le cas de pays largement déforesteurs, je dirais, comme le Brésil ou l'Indonésie, c'est quelque chose de relativement aisé, puisqu'il suffit peut-être de prendre les tendances passées et de les projeter sur l'avenir en disant, voilà notre scénario de référence, et on s'engage à diminuer d'autant notre déforestation. Pour les pays du bassin du Congo, c'est un petit peu plus difficile parce que historiquement, la déforestation a été très faible dans tous ces pays. Et on sait que du fait de la croissance économique, il y aura probablement une accélération de la déforestation. L'enjeu, c'est de diminuer cette accélération. Ce n'est pas d'annuler la déforestation, mais de faire en sorte qu'elle soit moins importante. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, les pays du bassin du Congo ont voulu avoir une étude approfondie sur les futures dynamiques de déforestation et c'est ce à quoi est consacrée l'étude qu'on va présenter mercredi et jeudi. Justement, cette étude dont vous parlez recommande le renforcement des institutions. Alors, quand le bois d'exploitation illégal en République démocratique du Congo sont saisis à Anvers, est-ce qu'on peut parler d'un certain relâchement dans ce secteur ? Alors, effectivement, il faut renforcer le secteur, il faut aussi renforcer la gouvernance et renforcer les institutions qui sont en charge d'appliquer cette gouvernance. Alors, ça s'applique à tous les secteurs, mais ça s'applique en particulier au secteur de l'exploitation forestière. Il y a des efforts qui ont déjà été faits qu'il faut reconnaître. Il y a des initiatives internationales comme l'initiative FLECT qui a été lancée par la Commission européenne qui devrait limiter les effets que vous venez de décrire par rapport à l'exportation de bois illégal. Au niveau de la Banque mondiale, dans le bassin du Congo, on appuie à travers de projets plusieurs des pays à renforcer les capacités de meilleure gestion forestière. Ici, en République démocratique du Congo, on a un projet forêt qui vise notamment à mettre en place un système de traçabilité des bois qui permettra de suivre l'agrume depuis la souche jusqu'à l'acheteur final. Mais ce que montre l'étude, c'est que d'énormes progrès ont été faits dans le secteur qui est orienté vers l'exportation, donc vers l'Europe ou d'autres pays, notamment l'Amérique. Mais le grand enjeu maintenant va être d'organiser une filière informelle qui approvisionne les grands centres urbains. Et il semblerait que les volumes de bois qui sont exploités à cette fin sont tout aussi importants dans la plupart des pays que ceux qui vont à l'exportation. Donc oui, on a besoin de structures renforcées, d'institutions solides, de cadres réglementaires adaptés pour vraiment réussir à canaliser ce secteur informel qui pourrait sinon avoir un impact très négatif sur les forêts. Alors, toujours dans votre étude, vous suggérez d'améliorer en tout cas la planification du secteur du transport, spécialement des voies ferrées ont été rayées de la carte, il faudrait le dire. En République démocratique du Congo, la forêt donc, a repris du rail, tandis qu'au Gabon, le Transgabon, lui, plutôt, a trouvé la forêt. Alors, on va parler d'une avancée en République démocratique du Congo et du recul au Gabon, ou tout simplement vice-versa? Alors, il est évident que les voies de transport en général et les routes en particulier sont le prédicteur le plus robuste de la déforestation. Ça s'est vu dans d'autres bassins forestiers comme en Amazonie, en Asie du Sud-Est. Le modèle que nous avons utilisé pour cette étude montre que les choses risquent de se passer à peu près de la même façon au niveau des pays du bassin du Congo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ici, au niveau du bassin du Congo, avec le réseau fluvial dont vous disposez et aussi le potentiel en termes de mise en place de circuits ferroviaires, il y a un énorme potentiel de multimodalité du transport. C'est-à-dire qu'il faudra trouver des moyens pour utiliser au mieux les différents modes de transport qui sont à disposition. Alors, ça veut dire en République démocratique du Congo, comme vous l'avez signalé, la réhabilitation d'un certain nombre de chemins de fer. Il y a aussi vraiment réaliser le potentiel à travers le réseau fluvial. Et c'est ce que la Banque essaye de faire à travers un projet d'appui au transport multimodal.
Ça ne veut pas dire que les routes sont à maudire et qu'il ne faut pas réhabiliter les routes. Évidemment, oui. Et notamment, il y a un projet qui s'appelle ProRoute qu'on soutient au niveau de la Banque mondiale et dont l'objectif est la réhabilitation de routes, y compris dans les zones forestières, donc avec possiblement des impacts négatifs au niveau des forêts. Alors, qu'est-ce qui peut se faire à ce moment-là? Ce qui a été fait dans ce projet, c'est d'intégrer dès le départ et dès la conception de ce projet une composante entière dédiée à la gestion environnementale pour éviter l'effet où on vient corriger les impacts négatifs a posteriori, mais on intègre dès le départ dans la définition du projet des mesures qui permettent de limiter ces impacts négatifs sur les forêts. Alors, parlons un tout petit peu de l'agro-industrie. Alors, les usines vendues par Unilever, voilà, donc importent de l'huile de palme, il faudra de le dire, de l'Indonésie pour fabriquer du savon en République démocratique du Congo. Et le Cameroun possède, lui, les meilleurs palmeraies de la région. Qu'est-ce qui explique que la RDC ait régressé au moment où les États subventionnés, eux, ont par contre progressé? Donc, de façon générale, il est vrai que le potentiel de développement de l'agro-industrie et notamment des plantations d'huile de palmier à huile est énorme au niveau de tous les bassins du Congo et en particulier en République démocratique du Congo. Seulement, cette filière, elle est porteuse d'espoir, mais elle peut aussi venir avec un certain nombre de risques. Donc, si les pays veulent développer une filière durable, équitable, il va falloir un engagement fort de l'État pour aller dans cette direction-là. Il y a déjà des initiatives qui sont portées notamment par les opérateurs privés pour aller vers une filière durable. Il y a une table ronde qui s'est mise en place qui s'appelle la table ronde pour l'huile de palme durable qui permet justement de faire les progrès dans ce sens-là. Il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises des pays d'Asie du Sud-Est qui ont largement développé les plantations d'huile de palme. Et donc, il est temps pour les pays du bassin du Congo d'apprendre ces leçons-là. Et notamment, l'État et les gouvernements peuvent voir comment est-ce qu'ils peuvent impulser une filière qui sera durable, qui portera un développement social et qui ne se fera pas aux dépens de l'environnement. Alors, approvisionnement énergétique, vous mettez un accent, il faudra le dire, sur la valeur du bois de chauffage au moment où, au parc Virunga, certains vont plus loin d'ailleurs en exploitant le pétrole. Qu'en dites-vous ? Tout d'abord, je note simplement que le choix d'exploiter des ressources du sous-sol est un choix souverain et donc la République démocratique du Congo a toute la possibilité de le faire et simplement il faut respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les engagements qui ont été pris avec la communauté internationale. Oui. Après, je ne suis pas entièrement certaine que si le gisement de Virunga était exploité, permettrait de répondre aux besoins énergétiques qui se manifestent au niveau de la RDC. Donc aujourd'hui, on a à peu près 93% des ménages qui dépendent entièrement du bois énergie pour leur approvisionnement énergétique. C'est un phénomène qui induit des fortes pressions sur les forêts, particulièrement autour des centres urbains où on voit un cercle de dégradation de la forêt et déforestation de la forêt, justement parce que les besoins en énergie sont très grands et que la forêt n'a pas la capacité de se renouveler. Donc une première chose à faire, indéniablement, c'est de structurer cette filière de bois énergie, de la rendre plus efficace et plus durable. Ça, c'est une mesure d'urgence parce que les ménages vont continuer dans les prochaines années à dépendre largement de cette source-là. Après, au niveau du bassin du Congo, vous êtes doté d'un réseau de rivières et de fleuves très grand. Donc évidemment, à moyen terme, il y a aussi la possibilité de développer les capacités en termes hydroélectriques. Et c'est des choses que la banque commence à appuyer avec des projets pour renforcer cette capacité. D'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, dernière question. Les assises, je le rappelle, qui débutent dès ce mercredi. Quelles sont vos attentes à l'issue justement de ces assises ? Déjà, je me réjouis à l'idée qu'il va y avoir la participation très large de beaucoup de représentants de différents ministères, des différents pays du bassin du Congo. Donc, on aura des représentants du ministère de l'Agriculture, des Transports, des Mines, de l'Énergie. Et donc, on a réussi à faire passer le message que protéger les forêts, ce n'est pas un problème de forestier uniquement. C'est un problème de développement durable et qu'il faut que chacun des ministères et chacun des secteurs intègre cette dimension de développement durable et de protection de la forêt. Donc, on essaye de promouvoir la notion d'une croissance respectueuse des forêts, une croissance verte. Carole Mégevant, je rappelle que vous êtes spécialiste en ressources naturelles de la Banque mondiale. Vous êtes basée à Washington. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.